Bonjour à tous, bienvenue dans ce live de Maïf Solutions Financières. Au cours des 60 minutes que nous allons passer ensemble, nous allons nous efforcer de vous donner des clés pour agir au mieux avec votre épargne en 2025. Nous parlerons d'immobilier et de marché financier et évidemment des placements qui peuvent répondre à l'environnement qui se profile. J'ai avec moi deux experts sur le plateau. Si vous avez assisté à la conférence de l'an dernier, vous les reconnaîtrez. Il s'agit de Pierre Sabatier et Olivier Valère. Messieurs, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je fais les présentations. Pierre Sabatier, vous êtes président du cabinet de recherche et d'analyse économique et financière PrimeView. Vous êtes donc économiste et stratégiste et vous avez été lauréat du prix Turgot en 2013. Olivier Valère, vous êtes directeur général adjoint de Maïf Solutions Financières et par conséquent, vous êtes un spécialiste des placements. Quelques mots à propos du déroulé de ce live. Durant les 5 premières minutes, nous allons dresser un rapide bilan des prévisions émises l'an dernier. De quelle manière les faits ont-ils donné raison ou tort à Pierre et Olivier? Nous allons le découvrir. Nous enchaînerons ensuite durant 10-12 minutes avec les perspectives macroéconomiques 2025 que nous brossera Pierre Sabatier et avec les solutions d'investissement qui paraissent appropriées selon Olivier Valère. Au cours des 25 minutes suivantes, nous détaillerons le potentiel et les risques, parce que c'est important de les mentionner également, des grandes classes d'actifs. Cela signifie que nous parlerons d'immobilier, des actions, des obligations et donc bien sûr des fonds euros. Alors messieurs, commençons par le bilan et tout d'abord avec celui de vos prévisions. Pierre, l'an dernier, je le rappelle, vous souteniez que primo, les hausses de taux des banques centrales finiraient par calmer l'inflation. Deuxièmement, qu'une fois cela fait, ces mêmes banques centrales seraient en mesure de descendre leurs taux. Vous recommandiez du coup de privilégier les obligations qui, après avoir souffert de la hausse des taux, devaient mécaniquement profiter de la baisse de ceux-ci. Vous appeliez à la prudence sur les actions, si je me souviens bien, car vous anticipiez un ralentissement économique, des marges sous pression et des prévisions de profit trop optimistes. Votre conseil d'alors, c'était d'attendre la fin des baisses de taux pour revenir davantage sur les actions. Côté immobilier, bien vous plaidiez pour une sélectivité accrue, pointant l'impact des taux élevés sur les valorisations, notamment pour les SCPI exposés au haut de cycle. Alors, disons-le, vos analyses se sont largement confirmées en 2024. Reflux de l'inflation, pertinence quant au choix des obligations et besoin de sélection accrue dans l'immobilier, ça on a pu le constater, hein, effectivement. Seule surprise peut-être, les marchés actions européens et américains qui se sont globalement bien comportés, sauf la Bourse de Paris, mais ça pour des raisons que l'on connaît tous. Alors, finalement, vous, quel est le bilan dressez-vous de vos propres prévisions? Le bilan, c'est grosso modo qu'on a vécu une année assez standard et assez classique dans les mécaniques économiques et ce que j'évoquais l'année dernière n'était pas si difficile à envisager lorsqu'on fait une année, un diagnostic sérieux en fait des choses. Donc tout s'est comporté comme prévu. Je dirais juste que la fin d'année a été marquée quand même par l'élection de Donald Trump et va probablement marquer peut-être un changement, on en parlera tout à l'heure. Mais sur l'année, finalement, on a une année assez standard de fin de hausse de taux directeur et les actifs se sont comportés de manière relativement classique par rapport à cela. Sur les actions, vous évoquiez en fait un beau parcours. C'est vrai pour les États-Unis. Très honnêtement, c'est quand même beaucoup moins vrai en Europe parce que l'essentiel de la performance a été réalisé au cours du premier trimestre 2024. Et donc, depuis lors, les actions ont plutôt patiné et encore plus lorsqu'on regarde en fait les actions du CAC 40. Olivier, à présent, du côté des produits financiers, quel bilan dresser de 2024? Plutôt positif par rapport aux orientations que nous avions en début d'année. On était, vous le disiez, très positif en fait sur l'obligataire sous toutes ses formes, donc qu'on peut retrouver de manière assez différente, soit sur des fonds à échéance par exemple, donc on porte les obligations jusqu'à une durée déterminée. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une slide qui va montrer un peu, voilà, qui s'affiche les performances 2024. Je disais sous toutes ses formes, mais aussi par exemple sur des fonds d'infrastructure. On a un flagship, comme on dit en anglais, à la Maïf, qui est notre fonds Maïf Rendement Vert, qui finance la transition écologique et qui a fait plus de 8% de performance. On peut même rajouter le fonds euro, puisque avec 3% sur le fonds euro, notre contrat assurance vie responsable et solidaire,
on se distingue aujourd'hui très positivement sur le marché. Et puis, nous étions également, c'était peut-être un peu surprenant, mais assez positif sur l'immobilier et notamment sur certaines SCPI. Nous privilégions les SCPI récentes investies sur le marché européen et les différentes SCPI que nous avons poussées à nos clients sont aujourd'hui sur 24 entre 6 et 8%. Donc, plutôt content des performances des produits que nous avons proposés en 24. Proposé et choisi parce qu'en matière de SCPI, vous avez été particulièrement sélectif. On y reviendra. Particulièrement sélectif, mais on y viendra sur la partie dédiée à l'immobilier. Bon, ça c'est le bilan. On ne va pas s'attarder dessus. Passons aux perspectives maintenant. Alors Pierre, en 2024, l'une des questions était de savoir si les banques centrales allaient vaincre l'inflation. Celle-ci a reculé. Et quand je dis cela, je ne dis pas que les prix ont baissé, je précise, mais que la hausse des prix a considérablement ralenti. Alors en 2025, beaucoup redoutent une résurgence de cette inflation, résurgence qui serait provoquée par la politique de Donald Trump, dont l'un des axes semble être le protectionnisme. Alors, on ne souscrit pas en fait à cet élément-là. C'est vrai que ça pourrait être un déterminant majeur en fait des choix d'allocation en allocation d'actifs qu'il faudrait réaliser en 2025. Et je vous expliquer en quelques secondes finalement les raisons qui font qu'on n'est pas convaincu par cette thèse. Donc, premier élément, si l'inflation s'est résorbée, c'est parce que les raisons pour lesquelles en fait on constatait de l'inflation par le passé se sont résorbées. Pas de tension sur les chaînes en fait d'approvisionnement, quel que soit l'endroit du monde. Premier élément. Et deuxième élément, des conflits géopolitiques qui ont plutôt tendance à se résorber aujourd'hui qu'à s'exacerber. Et puis de toute manière, l'impact qu'ils ont aujourd'hui sur les prix est beaucoup plus limité que par le passé, lorsqu'on avait vu en fait la guerre entre la Russie et l'Ukraine émerger. Ça, c'est le premier point. Donc ça ne va pas changer. On est toujours sur les mêmes tendances. Aujourd'hui, ce qui fait craindre et dire aux investisseurs qu'il pourrait y avoir un retour de l'inflation, alors il peut y avoir un ou deux chiffres qui seraient moins bons sur ce point, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse et ce n'est pas ce qui intéresse les gens qui nous regardent. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on repart sur une vraie tendance de fond qui nous amènerait beaucoup plus haut? La réponse pour nous est non, pour une raison toute simple. C'est que, le premier élément qui est mentionné par rapport à ça, c'est que Donald Trump voudrait imposer des droits de douane à ses partenaires commerciaux. C'est vrai. Mais d'une certaine manière, ça n'aura pas grand impact pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que ça pourrait en avoir un à une seule raison. Dans le cadre d'un seul scénario, c'est que si jamais, lorsque les droits de douane seront imposés par Donald Trump, les partenaires commerciaux répondaient à travers eux aussi une politique d'augmentation des droits de douane. Si on rentre évidemment dans une course à l'échalote, là pour le coup, on pourrait vraiment avoir en fait une résurgence dans l'inflation. Mais on estime que c'est très peu probable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut être conscient et objectif quant à la puissance que représentent les États-Unis au niveau mondial. Puissance qui quasi devient hégémonique. Puissance économique, première économie mondiale de loin. Puissance financière, un marché financier surdéveloppé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le comportement des actions américaines en fait a encore confirmé cette tendance par le passé. Puissance monétaire, ceux qui en fait actaient la fin du dollar aujourd'hui en sont pour leurs frais, puisque jamais en fait le dollar a été aussi puissant qu'aujourd'hui. Et je dirais presque c'est l'élément majeur qu'il faut retenir de l'élection de Donald Trump, c'est finalement, pourrait se résumer à une seule chose, c'est ça conforte la position hégémonique des États-Unis au niveau mondial et ça pousse en fait le dollar vers le haut. Puissance militaire, ne l'oublions pas, dans un monde extrêmement instable et tendu, 950 milliards de dollars de dépenses militaires au niveau mondial, c'est 40 à 45% du budget mondial des dépenses militaires. Donc vous comprenez bien qu'on est face à un acteur qui aujourd'hui a tous les attributs en fait de l'hégémonie. Donc pourquoi on ne croit pas au fait que les partenaires commerciaux puissent répondre? C'est que lorsque vous voulez instaurer un rapport de force, il faut encore avoir l'espoir de le gagner. Or aujourd'hui, on a une vraie asymétrie de puissance entre les États-Unis et le reste du monde. Donc, premier élément, les droits de douane n'amèneront pas, selon nous, une réponse des partenaires commerciaux substantielle qui nous entraînerait dans un nouveau cycle. Premier élément. Deuxième élément, quand vous augmentez vos droits de douane, eh bien, effectivement, vous allez augmenter le prix des biens importés. Mais attention, vous les achetez quand vous êtes américain avec du dollar. Or, le dollar, depuis l'élection de Donald Trump, a augmenté de 8 à 10%. Donc finalement, l'augmentation des droits de douane sera compensée aussi par l'appréciation en fait, du dollar qui va compenser tout cela. Donc premier élément, vous l'avez compris, ça aura un petit impact, mais pas grand-chose, et surtout pas susceptible de faire changer de discours. La Banque centrale américaine, c'est vraiment l'élément le plus important à considérer. Deuxième élément, la politique migratoire. Donc, se dit sur le marché que le fait de reconduire à la frontière des travailleurs illégaux va créer des tensions sur le marché de l'emploi aux États-Unis, susceptibles de créer de l'inflation salariale. Et si les salaires augmentent, naturellement, les prix vont augmenter. On est dans ce qu'on appelle le boucle prix-salaire. Là non plus, nous n'y souscrivons pas. Si Donald Trump avait été élu il y a 2 ans,
quand l'économie américaine caracolait, c'est-à-dire était à un rythme quasi de surchauffe, avec un marché de l'emploi véritablement en surchauffe. Là, on aurait pu effectivement souscrire à cette idée. Mais nous ne sommes plus il y a 2 ans. Et l'économie américaine, si elle se porte mieux que toutes les autres, n'est pas en surchauffe. Et y compris en termes de marché de l'emploi, je vous donnerai juste un indicateur. Lorsqu'on ramène en fait à la frontière les travailleurs illégaux, c'est pour des métiers qui sont des métiers de service relativement précaires. Hein, vous y souscrirez. Aujourd'hui, ces métiers-là sont plutôt en fait axés en fait à travers de l'emploi temporaire. Quand vous regardez l'emploi temporaire aux États-Unis, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il baisse déjà depuis 1 an et demi. Donc ça traduit bien un marché de l'emploi qui n'est pas sous haute tension. Et naturellement, eh bien, cette tendance-là n'est pas susceptible, selon nous, de véritablement entraîner les salaires vers le haut et donc nous faire re-rentrer dans cette pression inflationniste-là. Donc, voilà, tout mis bout à bout, je pense que les gens se font peur. Ça a été en fait vraiment un moment spéculatif. Hein. Donald Trump, radical, finalement, une politique qui ressemble peu à ce qui a été pratiqué jusqu'à maintenant. Je dirais un Donald Trump numéro 2, hein, version numéro 2 par rapport à sa première élection, avec un peu plus de crainte associée, plus de radicalité. Mais pour le coup, sur les questions en fait de l'inflation, on estime que ce qui aujourd'hui en fait est envisagé en termes de politique économique n'est pas susceptible de nous faire rebasculer dans une tendance haussière en termes d'inflation. Donc pas d'inflation venue des États-Unis. Oui. On ne sera pas en mesure d'en sécréter par nous-mêmes en Europe compte tenu de l'état de l'activité. Alors, vous avez raison, parce que normalement, le vrai moteur de l'inflation, c'est la demande. Les prix augmentent parce que, vous savez, c'est toujours le fameux rapport entre l'offre et la demande. Si la demande augmente fort, eh bien l'inflation, l'augmentation des prix, c'est le temps nécessaire pour que l'outil de production puisse la servir. Hein. C'est ce fameux rapport entre l'offre et la demande. Donc une demande qui augmente, ça veut dire qu'on sera en situation d'une économie qui caracole, donc avec beaucoup de croissance. Or, de vous à moi, hein, on est bien d'accord pour dire qu'en Europe, malheureusement, et on le déplore, hein, les niveaux de croissance aujourd'hui, les niveaux d'activité ne se traduisent pas du tout une demande qui caracole. Donc en Europe, d'un point de vue intrinsèque, aux États-Unis, ça va un peu plus vite, mais en Europe, clairement, on est plutôt sur une économie qui est presque stable, hein, qui se stabilise. Hormis l'Espagne, qui a continué d'avancer en 2024, c'était beaucoup moins le cas, et ça, c'était beaucoup moins le cas pour les autres. Donc, on n'a pas une économie susceptible de tendre vers une demande qui augmente et qui pourrait permettre une augmentation des prix. La seule petite pointe d'inflation qu'on pourrait voir, c'est que c'est le corollaire de ce que j'évoquais tout à l'heure sur le dollar. Hein. Quand le dollar monte de 10%, l'euro baisse de 10%. Et lorsqu'on importe en fait des produits, naturellement, eh bien, pour le coup, ça va renchérir un peu les prix des biens importés. Donc, intrinsèquement, pas de raison fondamentale d'avoir de l'inflation. Il y en aura peut-être un tout petit peu et quelques déceptions en tout début d'année, mais ça ne fera pas une tendance. Et c'est le point le plus important pour finalement anticiper l'évolution des taux. Oui, parce que c'est la question. Quand on parle d'inflation, on veut en fait parler des taux. Et pour tous ceux qui nous suivent, c'est extrêmement important parce que ça va conditionner en fait l'évolution de toutes les classes d'actifs. Exactement. Immobilier, actions, obligations. Et donc la thèse sous-jacente, si vous vous rappelez l'émission de l'année dernière, c'est celle justement en fait qu'on estime que les banques centrales vont accompagner nos économies pour éviter qu'elles calent et les faire se réaccélérer, puisque l'inflation est maintenant derrière nous, à savoir en injectant du carburant dans l'économie. La manière dont on fait cela en fait en économie, c'est en baissant ses taux d'intérêt. En diminuant le loyer de l'argent, on va permettre à plus de projets d'être financés, parce qu'en gros l'exigence de rentabilité associée sur chacun des projets est plus faible si les taux sont plus faibles. Et bien c'est comme ça en fait qu'on finalement on actionne le levier en fait de l'injection de carburant dans votre véhicule pour qu'il puisse continuer d'avancer et éviter qu'il cale. C'est notre thèse centrale et c'est celle qui devrait, entre guillemets, en gros, nous suivre tout au long de l'année 2025, la concrétisation d'une banque centrale, ou 2 banques centrales, hein, qui continuent d'accompagner l'économie au regard des risques associés aujourd'hui au fait que le véhicule pourrait caler, hein, si jamais en fait les taux restaient aussi élevés pendant si longtemps. On estime que la banque centrale et les banques centrales voudront réinjecter du carburant. Et vous savez, on aime bien, nous, les raisonnements par l'absurde pour aussi faire de la prévision. Il y a un autre élément qui nous donne de fortes indications sur le fait que les taux ne peuvent faire que baisser. C'est tout simplement que le gouvernement américain ou le gouvernement français, hein, aujourd'hui, vous savez, s'endette. Hein, on affiche des gros déficits publics. Ça fait la une des journaux depuis longtemps. 6% en France, 7% aux États-Unis. Des gros stocks de dette publique à refinancer aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, pour finalement maintenir son train de vie, il faut aller rechercher de l'argent sous forme d'obligations. Et donc, des taux d'intérêt élevés veut dire que tout cela coûte de plus en plus cher. Et donc, naturellement, les banques centrales devront aider aussi les gouvernements à implémenter une politique qui soit plus volontariste en baissant les taux d'intérêt. Sinon, elles seront en difficulté parce que beaucoup des recettes fiscales seront consommées par les intérêts payés par l'État. Donc, ce que je retiens de ce que vous nous avez dit, l'inflation n'est pas un sujet en 2025 pour vous, peut-être ponctuellement, mais en tout cas, la tendance à la désinflation est toujours valide et valable, et on devrait assister à une poursuite de la baisse des taux des banques centrales. Et donc, ça veut dire que ça va donner du carburant pour un certain nombre de secteurs, de domaines d'activité, et également
à certains actifs. Absolument. Et on va y revenir. Alors, quelles sont les offres, Olivier, de Maïf Solutions Financières qu'il faut privilégier en 2025? Alors en 2024, on peut dire qu'on était payé pour attendre. En 2025, on sera plutôt payé pour agir. Non pas qu'il ne fallait pas agir en 2024, mais l'épargne liquide, l'épargne de court terme était tellement bien rémunérée, que ce soit sur des livrets, des comptes à terme, que finalement, on pouvait se dire pourquoi aller prendre du risque pour gagner un demi-point, un point de plus. 2025, on est sur une configuration totalement différente puisque le rendement de l'épargne court terme va fortement baisser. La BCE a déjà commencé à baisser ses taux. Le livret A va baisser à partir de février. Les comptes à terme baissent très régulièrement. Et donc, si on veut récupérer du pouvoir d'achat sur son épargne, il va falloir transformer une partie de cette épargne courte en épargne plutôt longue. Pour ça, on va rester en fait sur nos préconisations de 2024, jouer l'obligataire très clairement, sous différentes formes, et essayer de profiter encore de ce momentum sur les taux longs avant des baisses, comme le disait Pierre, qui s'annoncent pas forcément à court terme, mais plutôt à moyen terme. On reste très positif, notamment sur certaines classes d'actifs immobiliers. On pourrait y revenir dans le détail. Il y a vraiment des classes d'actifs en immobilier à fuir, mais il y a de vraies opportunités aujourd'hui sur l'immobilier. Et puis, on reviendra également sur les actions, avec un biais plutôt européen et français. L'analyse que nous faisons, nous, c'est que le marché est un peu décoté. On sait que les marchés actions repartent fortement à la hausse à la fin de la période de baisse des taux. Il vaut mieux monter dans le train quand il est à l'arrêt, parce que quand il va partir, au moins on est dedans. Voilà. Oui, sinon, on risque de le rater tout simplement. Sinon, on risque de le rater et c'est plus compliqué de prendre un train en marche. Bon, alors je vous propose, puisque là, vous avez brossé les grandes tendances que vous entrevoyez, d'aller un peu dans le détail. Et on va commencer par l'immobilier, si vous voulez bien, parce que c'est tout de même un gros sujet pour tous ceux qui nous regardent. On parle des taux. Les taux sont déterminants pour le comportement de ce marché immobilier. Alors, est-ce que, je m'adresse à vous, Pierre, la baisse des taux va enfin revigorer l'immobilier? Alors déjà, premier élément, quand on parle d'immobilier, on parle d'un immobilier avec un grand I, mais ça n'existe pas. Il y a des immobiliers, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'immobilier en direct, d'immobilier financiarisé à travers des véhicules comme les SCPI, c'était évoqué tout à l'heure. Donc on va essayer de rentrer dans le détail. Premier élément, effectivement, si nous avons raison dans notre scénario en fait de baisse des taux, clairement, c'est un secteur d'activité qui va en profiter. Après, quand vous me posez la question, est-ce qu'il va enfin en profiter? J'ai presque envie de vous dire qu'il a déjà commencé d'en profiter. On l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que dès l'année dernière, on disait il faut déjà aller sur cette classe d'actifs-là. Dès que les taux vont baisser, en fait, certains acteurs vont pouvoir en bénéficier. Donc, il fallait être sélectif parce qu'on avait moins de risques associés à la hausse des taux. Ça s'est déjà matérialisé en 2024, ça va se poursuivre en 2025. Après, en fait, il faut véritablement faire la différence entre les différents acteurs. On parlait tout à l'heure en fait de classes d'actifs, de jeunes SCPI par rapport aux vieilles SCPI. C'est vrai qu'en fait les jeunes se sont beaucoup mieux comportés que les anciennes, essentiellement parce qu'elles ont pu profiter de conditions de marché pour acheter les actifs immobiliers fortement décotés. Donc elles ont pu offrir des rendements qui étaient beaucoup plus positifs que leurs confrères anciennes qui devaient elles supporter en fait un portefeuille immobilier acheté dans des conditions de marché moins favorables. Donc on va avoir la matérialisation en fait les taux va se progressivement se desserrer. Je pense que l'ensemble de la classe d'actifs va en profiter. Sauf quelques acteurs, vous le savez, qui seront probablement pénalisés parce que la qualité des actifs immobiliers en portefeuille amènera dans un contexte en fait de ralentissement économique en Europe quand même, qu'il ne faut pas nier, qu'il ne faut pas modérer. Concrètement, ce ralentissement en termes conjoncturels d'un point de vue économique se traduira par quelques déceptions quant aux loyers qui seront collectés par quelques véhicules qui auront malheureusement intégré dans leur portefeuille des actifs qui ne sont pas capables d'éviter ce qu'on appelle la discontinuité de revenus dans ces véhicules. C'est l'ennemi juré. C'est en gros avoir un locataire qui ne paye plus ou qui ne paye pas ce qu'il devrait payer. Et là, en l'occurrence, on peut avoir des accidents. Mais donc là, en l'occurrence, on n'est pas sur un sujet de crainte autour d'une classe d'actifs, plutôt sur quelques véhicules qui, malheureusement, finalement, feront la démonstration d'une qualité pas suffisante en termes d'immobilier en portefeuille. Et là, pour le coup, pourrait être encore décevant. Ce qui veut dire qu'en gros, on a fait le plus dur sur le secteur, mais il faut quand même rester sélectif. Mais là, pour le coup, on devrait avoir quand même des conditions qui seront plus favorables au cours de l'année sur cette classe d'actifs particulière et que les Français aiment particulièrement d'ailleurs. Est-ce que vous pensez également, Olivier, que la période est propice à la possibilité aujourd'hui de distinguer le bon grain de livret dans le secteur?
Alors, la période est propice, mais surtout, il faut le faire. Et il faut garder la tête froide. Et la difficulté, c'est qu'on a à la fois des opportunités, Pierre en parlait, effectivement sur des investissements plutôt pan-européens, parce que les marchés européens ont déjà corrigé bien avant la France, donc on retrouve en fait des conditions attractives d'investissement, plutôt sur des jeunes SCPI qui ne portent pas en fait un passif qu'elles ont pu créer lorsque les taux étaient très bas et qu'elles ont beaucoup collecté. Il y a aussi un point sur lequel je voudrais insister, c'est la question du bureau. Aujourd'hui, il y a une vraie crise du bureau. Là aussi, qui n'est pas uniforme. Il n'y a pas de crise dans le bureau parisien. On se centre... Paris-Centre, ça se porte très très bien. Mais par contre, quand on sort de Paris, quand on va à la Défense, quand on va sur la première, deuxième couronne, on a des baisses très très fortes de 25 à 30% de la valeur des bureaux, même s'ils sont récents, même s'ils sont de qualité. Et donc là, on voit qu'il va y avoir deux marchés. Vous avez le marché des anciens véhicules qui ont énormément collecté sur les bureaux, qui voit sur les SCPI le prix de part baisser assez fortement. Il faut peut-être expliquer la relation entre cette collecte et justement la baisse des prix de part. C'est tout simplement que les sociétés de gestion ont investi, parce qu'elles sont tenues de le faire, cet argent au moment où le marché était au plus haut. Le marché était au plus haut, les taux étaient quasiment négatifs. Et donc, effectivement, elles achetaient des bureaux à des taux de rendement de 3,5, 4. Ce qui était, encore une fois, intéressant quand l'OAT était négative. C'est ça. Quand le rendement était en dessous de zéro. Donc, mais aujourd'hui, on a à la fois changer d'air par rapport au taux, mais aussi il y a des problématiques d'usage sur l'immobilier de bureau. Et donc, malheureusement, on assiste sur ces SCPI à des baisses de prix. Je pense qu'on aura, pour les épargnants, en 2025-2026, on assistera à des baisses de loyers, baisses numéraires, pas en pourcentage, avant que ça s'améliore sur 2027-2028. Pour bien comprendre le système aussi du fonctionnement des SCPI, une SCPI, c'est comme un corps humain dont vous couperiez le sang. Si vous n'avez plus de flux sanguin, et finalement, vous vous portez un peu moins bien. Et sur les SCPI, c'est pareil. Des SCPI qui ne collectent plus, en fait, ont du mal après à tenir leurs promesses. C'est assez compliqué à expliquer, mais on a un marché où ces SCPI ne collectent plus, doivent arbitrer aussi leur portefeuille pour, je dirais aussi, le remettre au goût du jour. Donc tout ça, ça va avoir un impact également sur les revenus. Et surtout que c'est un marché qui n'est plus liquide. Donc moi, ce que je dis aux épargnants qui peuvent être souscripteurs de ce type de SCPI, c'est ne vendez surtout pas, parce que vous allez vendre avec des fortes décotes. Attendez, ce sont des véhicules qui sont destinés à recevoir des revenus. Les revenus continuent à être payés, même s'ils seront légèrement inférieurs peut-être en 25-26. Mais en tout cas, ça va revenir dans les années qui viennent. Et si vous voulez vous positionner, allez sur des jeunes SCPI. On voyait tout à l'heure les rendements. Aujourd'hui, on est entre 6 et 8. C'est assez conjoncturel, assez exceptionnel aussi. Là aussi, ces rendements, ils ont vocation, quand les taux vont commencer à baisser, à diminuer. Mais on génère une réserve de valeur en investissant aujourd'hui, parce que l'actif que vous avez acheté à 8 ou 9%, si demain les taux baissent, il vaudra beaucoup plus. Et donc le loyer, lui, restera identique. Par contre, vous allez créer des réserves de plus-value dont vous pourrez bénéficier par la suite. Et un élément de détail, juste pour compléter tout de même, il y a une différence qui est faite entre les acteurs qui sont investis en Europe au niveau global ou uniquement en France. Clairement, en fait, c'est un sujet qu'il va falloir continuer de suivre. Pourquoi ? Parce que la France est un cas à part en Europe. Quand on parle de baisse de taux, eh bien, la baisse de taux, tous les pays européens en ont vraiment bénéficié, sauf la France, parce qu'avec les difficultés politiques qu'elle a rencontrées, les médias l'ont beaucoup commenté, ça a amené en fait à avoir une prime de risque associée à la France. Et la prime de risque, c'est quoi ? C'est que les taux d'intérêt de l'État français, au lieu de baisser comme dans les autres pays européens, sont restés grosso modo au même niveau. Donc naturellement, on l'a compris, l'immobilier est très sensible à cela, ce qui fait que les véhicules qui sont investis dans le reste de l'Europe, aujourd'hui, sont déjà dans une phase de reconstitution plus positive. La France est un peu en retard sur le sujet. Voilà, tant qu'on aura un écart de taux et en gros un bazar politique associé, en fait, qui entraînera un écart de taux un peu plus élevé, malheureusement, les acteurs purement français auront probablement plus de difficultés que les acteurs qui sont investis sur l'ensemble des pays européens. Alors, Olivier a mentionné l'intérêt de se positionner sur des SCPI plutôt jeunes aujourd'hui pour finalement constituer une réserve de rendement. Est-ce qu'il y a des thématiques nouvelles tout de même qui émergent dans cet univers, des thématiques intéressantes ?
Alors, nous, on regarde beaucoup les thématiques autour d'un sujet que je résumerai autour de 2 mots, c'est la tension locative qu'on connaît aujourd'hui en France. Tension locative, en fait, c'est la conjonction de 2 facteurs. Une sous-offre en matière de construction nouvelle, et donc on est en déficit de logements neufs depuis plusieurs années. Et puis en même temps, on a des sorties de logements du marché de la location. Là, depuis 2025, les logements classés au niveau énergétique en G sortent en fait du parc locatif. Donc moins d'offres et une demande qui est toujours en augmentation. Donc on a ce sujet de la tension locative qu'on peut adresser de différentes manières. On peut l'adresser avec des résidences gérées sur des thématiques comme le logement étudiant. Il y a de fortes demandes sur le logement étudiant, le logement pour les jeunes actifs, le fait de disposer de logements de qualité près des bassins d'emploi pour des personnes qui vont avoir du mal à se loger par rapport à leur niveau de revenu, et donc elles vont aller sur des logements peut-être de courte ou de moyenne durée. Et donc on dispose d'offres aujourd'hui sur des résidences gérées plutôt intéressantes, autour de 4-20%. Avec aussi comme avantage pour l'investisseur, c'est que les revenus qu'il va toucher de ces investissements sont pratiquement nets d'impôts, puisqu'en fait, on amortit le bien dans le cadre de la fiscalité du loueur en meublé non professionnel. Et donc, on a à la fois un avantage fiscal à le faire, et on a aussi, quelque part, une sorte de certitude, même si j'aime pas en parler, ou de garantie, que par rapport aux besoins du marché locatif, que le bien qu'on a acheté sera loué pendant très longtemps. Donc ça, c'est je dirais, une première piste d'investissement. Et la deuxième, on est sur, je veux dire, le marché de la location nue, avec un dispositif qui mérite qu'on s'y attarde, c'est le dispositif de Normandie. Tout le monde connaît le dispositif Pinel, qui s'est arrêté au 31 décembre. Dispositif de Normandie, c'est un peu la même chose, sauf qu'on est sur de la réhabilitation et on est concentré sur des villes moyennes. Et on s'aperçoit qu'il y a un déficit de logements de qualité disponibles dans ces villes moyennes. Et le dispositif de Normandie prévoit, pour qu'on soit éligible à la réduction d'impôt qui peut aller de 12 à 21%, au minimum 25% de travaux. Alors nous, les partenaires avec lesquels on travaille, c'est beaucoup plus. Et en fait, on va rénover ces logements, on va améliorer leur efficacité énergétique, on va rendre attractif aussi des logements qui ne l'étaient plus en centre-ville. Et au vu de la demande qu'il y a actuellement, on pense qu'on peut à la fois conjuguer investissement, réduction d'impôts, garantie locative, mais également efficacité énergétique, puisqu'on est sur de la réhabilitation. On ne va pas construire, on ne va pas artificialiser des sols en construisant du neuf. C'est un peu le meilleur des 2 mondes. Et donc, ces 2 thématiques autour de la tension locative méritent qu'on s'y arrête. C'est extrêmement intéressant parce que ça illustre bien le fait qu'il ne faut pas être en gros figé dans ce qu'on va regarder en termes de classe d'actifs au fil du temps. Le monde a changé, les taux sont plus les mêmes. Pendant longtemps, on vous a dit l'immobilier en direct finalement n'est plus très intéressant, il ne faut plus trop le regarder, aller plutôt chercher des SCPI, des véhicules financiarisés. C'est vrai, c'est intéressant, l'autre peut-être un peu moins, mais là, ce que dit Olivier est extrêmement intéressant, c'est finalement l'intérêt de l'immobilier en direct, finalement, qui aujourd'hui avait été pas mal décrié. Bien, enfin, je ne peux que souscrire à ça parce qu'effectivement, le risque principal en immobilier, c'est ce qu'on appelle ne pas faire supporter à l'investisseur le risque de discontinuité de revenus. En gros, le locataire qui ne paye pas. Or, hormis des questions de solvabilité, mais globalement, le risque de discontinuité de revenus, il est associé à une demande plus élevée que l'offre. Or, aujourd'hui, on est effectivement face à 2 tendances très fortes. Et on peut s'arrêter quelques secondes sur le sujet parce que c'est vraiment intéressant. Le marché, enfin, la France est quasi un cas unique sur ce point, capable finalement d'amener un marché du logement en contraction, que ce soit dans les zones très vivaces économiquement et même dans les zones qui ne sont pas vivaces économiquement. C'est-à-dire 2 mécaniques, celle du neuf. En gros, les zones concentrées, les grandes métropoles, là, c'est ce qu'on a vécu tout à l'heure. Là, il y a du boulot. Il y a toujours du boulot. Il y a toujours plus de boulot. S'il y a du boulot, les gens, en fait, migrent dans ces zones-là. Donc, par définition, vous avez toujours un solde démographique positif. Or, vu qu'on a fait disparaître le dispositif Pinel, bien là, un effet exacerbé où il n'y a plus de construction, alors que les gens continuent d'avoir besoin de se loger pour venir travailler. Donc là, naturellement, vous êtes clairement, il n'y a aucun risque de discontinuité de revenus. Enfin, aucun. Pas dire toujours aucun, mais structurellement, vous avez compris que c'est un marché porteur. Donc, il faut considérer en fait le marché de l'investissement, dans l'investissement immobilier, dans le neuf, dans ces zones-là, extrêmement intéressant. De l'autre côté, vous pourriez dire, mais pourquoi finalement investir dans des villes moyennes, puisque dans les villes moyennes, vous savez, souvent, il y a des taux de vacances élevés. Taux de vacances, c'est-à-dire qu'il y a des logements qui sont vides et à disposition. Mais en réalité, ils sont vacants,
mais il ne participe pas en fait du marché. Pourquoi? Parce que pour pouvoir louer son bien, il faut que la qualité du bien réponde à des critères G, mais même pas. Il faut qu'il soit vraiment louable pour le coup, suffisamment attractif pour que quelqu'un puisse le louer. Et bien dans ce marché-là, à la fois les contraintes environnementales et à la fois au-delà de ça, le prix de la rénovation fait en fait, on a organisé là aussi la contraction du marché locatif dans les villes moyennes. D'où l'intérêt de ce type de dispositif. Là, en l'occurrence, le de Normandie, qu'est-ce que ça permet de faire? En réalité, ça permet à travers l'intérêt fiscal, de baisser le prix de la rénovation et de rendre à nouveau attractifs des logements, et ça permet finalement de remettre sur le marché des logements qui sont déjà là, donc effectivement en rejoignant le meilleur de demande. Donc intéressant d'avoir deux approches complémentaires. Une zone tendue, là pour le coup, c'est du neuf naturellement parce qu'il manque véritablement des logements par rapport à la demande. Et dans les zones détendues, plutôt ville moyenne, plutôt en fait aller vers de la rénovation. Mais au prix de la rénovation, s'il n'y a pas d'aide, c'est difficile. Mais là, en l'occurrence, on en dispose. Ouais. Et puis tu parlais des zones tendues, mais sur les zones tendues, on a des dispositifs de nue propriété qui fonctionnent très bien. Vous avez du neuf, vous achetez, vous voulez préparer votre retraite, vous avez 10-15 ans devant vous, vous achetez les nues propriétés, vous n'avez pas de revenus, et puis vous allez les toucher au terme du démembrement, et surtout le logement est loué à un bailleur social, donc là aussi c'est utile socialement, et ça peut être avantageux économiquement pour l'épargnant. Alors, on va clore le chapitre immobilier parce que je vois les questions arriver et on a pas mal de questions également sur les marchés financiers. Donc, on va commencer par les obligations puisque la grande idée, c'est qu'on va assister à une détente des taux, c'est-à-dire une baisse des taux, ce qui doit normalement profiter, encore une fois, aux obligations. Cela étant, c'est particulièrement le cas aux États-Unis, on voit, et je reviens à cette question d'inflation, on voit les taux longs qui se sont appréciés, qui ont remonté. Or, quand les taux remontent, ce sont des pertes sur le marché obligataire, normalement. Donc, est-ce que, je vais vous demander de vous répéter peut-être, mais est-ce que justement la hausse des taux longs qu'on observe ne compromet pas les perspectives de l'obligataire à horizon plus ou moins bref? Alors la réponse est forcément dans les réponses que j'ai apportées au préalable en fait lors de cette intervention. Non, nous ne croyons pas au fait que en gros nos économies tout simplement soient capables de vivre et de continuer d'avancer suffisamment rapidement au regard de leur potentiel avec des niveaux de taux aussi élevés. J'ai presque envie de vous dire, en l'occurrence à aujourd'hui, c'est une opportunité encore plus historique qu'il y a 2 ou 3 mois. Les taux longs avaient déjà commencé à baisser depuis un certain temps, depuis le milieu de l'année dernière. Et effectivement, à travers cette spéculation autour du risque ou du péril inflationniste associé à l'élection de Donald Trump, ils sont un peu remontés. Bon, déjà, ils ont déjà un peu reflué d'ailleurs, mais ils ont un peu remonté. Ils ont même sensiblement remonté aux États-Unis. 1% de plus, c'est beaucoup, effectivement. Alors, même si ça a été compensé par les gains en dollars que vous avez réalisés. Bon, mais peu importe, rentre pas dans le technique. Mais ce 1% de plus, si le fait que les taux passent en gros de 4 à 5, je grossis le trait, mais le 5 devient 6, là pour le coup, vous pouvez être inquiet. Mais nous, notre point, c'est que le 5 est intenable à court et moyen terme. Ça veut dire que naturellement, le 5 est une opportunité justement pour aller profiter de niveaux de rendement qui sont très élevés et qui sont évidemment trop élevés et qui à terme en fait vont disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça revient à ce que disait Olivier tout à l'heure. Aujourd'hui, un 5%, un 4,5% ou 5% aux États-Unis de rendement sur 10 ans, c'est énorme, il faut en profiter. Il ne faut surtout pas être sur, en gros, du monétaire ou des taux à court terme, mais plutôt aller chercher des obligations longues. Probablement, c'est une opportunité historique d'embarquer du rendement, donc plus de rendement. Et si les taux baissent, vous gagnerez aussi à travers la valorisation de l'obligation que vous avez achetée. Donc non, clairement, là-dessus, on est déterminé. L'année dernière, je vous avais dit qu'il faut être acheteur des obligations plus comme réserve de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sacraliser les rendements qui sont extrêmement élevés, intéressants. Ça ne veut pas dire qu'elles vont beaucoup gagner en plus-value. 2025, c'est le moment où la réserve de valeur se révèle, où la réserve de valeur devient valeur, et donc probablement en fin d'année prochaine ou en début d'année prochaine, on fera le bilan et on verra que les obligations auront rapporté cette fois plus d'ailleurs que leur rendement à travers les conditions de marché dont elles auront bénéficié. Vous abondez, Olivier? J'abonde, et puis si on traduit en fait l'avis de Pierre sur des propositions d'investissement, on peut travailler en fait cette recherche de création de valeur sur l'obligation de deux manières, soit sur des fonds dédiés, et notamment des fonds à échéance 2030, 2031. On va capter aujourd'hui des taux qui restent encore élevés et qu'on va réussir à tirer en fait jusqu'à l'échéance du fonds. Et puis la deuxième manière de capter de la valeur, c'est finalement le fonds euro. On a beaucoup parlé ces dernières années dans les émissions que
nous faisons en début de chaque année de la baisse des rendements des fonds euros qui était assez corrélée avec la baisse des rendements obligataires. Aujourd'hui, très clairement, les assureurs sont très friands de collecte sur le fonds euro parce que les obligations qu'ils vont mettre en face de leur engagement sont créateurs de valeur. C'est pour ça que vous aviez eu différentes offres qu'on a vu apparaître l'an dernier, de taux bonifiés, de taux boostés, etc. Grosso modo, vous avez des assureurs qui ont puisé sur leurs réserves pour aller attirer de la collecte, parce que cette collecte, elle est relutive de la performance des fonds euros. Et pour la première fois depuis longtemps, on a des fonds euros dont le rendement est supérieur à l'inflation. Et je pense que cette situation, elle va un peu perdurer dans le temps, même si, là aussi, le taux de rendement des fonds euros, il a plutôt vocation les 2-3 ans qui viennent à baisser. Hein. On est un peu aujourd'hui sur un pic parce que les assureurs, encore une fois, ont utilisé les réserves accumulées les années précédentes pour doper leur taux. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont envie de collecter sur du fonds euro, parce qu'ils ont envie d'investir et parce que cet investissement, il est relutif de la performance. Donc voilà, deux manières de jouer l'obligataire sur 2025. Et j'en ajouterai une aujourd'hui, c'est-à-dire que l'année dernière, on vous aurait dit qu'il faut vraiment être sur du fonds à échéance, c'est-à-dire en fait des fonds gros, et vous projetez jusqu'à l'échéance du fonds. Aujourd'hui, on peut même se permettre d'aller sur des fonds obligataires ouverts, c'est-à-dire qui sont cotés tous les jours, parce que la baisse des taux en fait qu'on anticipe pourra elle aussi probablement être génératrice de valeur. Alors, on va passer aux actions, mais je me dis qu'on va peut-être introduire cette partie avec des questions qui ont remonté à propos des actions. Alors, une question en tout cas, un internaute qui s'inquiète des perspectives des marchés européens. Il demande si les marchés boursiers européens pourraient baisser fortement en 2025, et un autre qui nous demande si le Nasdaq a encore un potentiel de croissance significatif. Alors, on peut rentrer avec ces questions très précises et on peut élargir un petit peu, justement, et développer un peu les arguments en faveur ou en défaveur des actions et voir aussi, parce que l'univers boursier est très vaste, ce qui se profile de plus intéressant aujourd'hui. Alors, on commence par l'Europe ou par les États-Unis? Peut-être par le plus loin pour revenir au plus près. La question du Nasdaq, c'est grosso modo, les marchés actions américains, on l'évoquait tout à l'heure, ce sont les marchés qui se sont le mieux comportés en 2024. La question, c'est reste-t-il encore du potentiel de hausse? C'est une bonne question. Parce que vous savez bien qu'on achète une action non pour ce qu'a fait l'entreprise, mais ce qu'elle va faire. Vous achetez en fait et donc la question fondamentale qu'il faut se poser au préalable, c'est est-ce que finalement les perspectives d'expansion de l'entreprise que je vais acheter ou de l'indice que je vais acheter sont encore suffisamment fortes et ne sont-elles pas déjà intégrées dans les cours boursiers? C'est un petit peu la petite musique qu'on entend depuis le début de l'année. En gros, tout est déjà inscrit dans les cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les marchés sont chers, les marchés actions américains sont chers. C'est un état de fait. Simplement, pour quand même aller un peu plus loin dans la réflexion, certes, les marchés actions américains sont chers, mais la question, et ça historiquement, il faut l'avoir en tête, la question fondamentale, c'est pas parce qu'un marché est cher qu'il baisse. C'est pas cela. C'est-à-dire que la cherté, ça vous dit simplement que si jamais on a des mauvaises nouvelles qui apparaissent, eh bien, c'est plutôt un indicateur d'altitude. Eh bien, lorsque vous avez des marchés chers, l'amplitude de la baisse sera forte. Mais le catalyseur de la baisse n'est pas la cherté. C'est plutôt un état de fait. Aujourd'hui, la question qui se pose par rapport aux actions américaines, c'est évidemment celle de la cherté de quelques valeurs. Là, je passe quelques secondes pour vous donner notre point de vue, qui est notre point de vue déjà depuis des années. On est aujourd'hui, quand on achète les indices américains, on n'achète pas les indices ou les entreprises américaines. On achète 5, 6, 7 valeurs. C'est les fameux 7 magnifiques. Pour nous, cette tendance-là, elle va perdurer. Notamment parce que Donald Trump a été élu. C'est-à-dire que ces 7 valeurs vont continuer finalement à rester les locomotives des marchés actions américains. Ça aurait pu être différent si les Américains avaient fait un autre choix politique. Pourquoi? Premier élément, ce sont des trusts. Ce ne sont pas des valeurs technologiques, ce sont des trusts. Un trust, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entreprises qui sont assises sur une telle montagne de cash que quel que soit l'environnement économique, elles trouvent en interne très bien, elles ne trouvent pas en interne, elles rachètent en fait les entreprises qu'ils ont. C'est-à-dire qu'elles ont toujours la capacité à alimenter leur processus d'expansion individuelle, de captation de parts de marché. C'est ce qu'on constate, les chiffres de microéconomie, c'est-à-dire que les résultats des entreprises américaines, quand vous le regardez dans l'ensemble, ils sont bons, mais en réalité, toute la bonne tenue des bons chiffres des entreprises américaines, elles tiennent sur ces 6 à 7 valeurs. Parce qu'elles ont la capacité à toujours alimenter leur expansion à travers leur puissance financière. Ces trusts-là, ça va durer. Pour une raison toute simple, c'est que Donald Trump
milite plutôt pour une dérégulation, pour éliminer finalement les mesures, ce qu'on appelle contracycliques, qui voudraient limiter justement ce type d'excès. C'est le premier point. Et deuxième point, en termes de fiscalité, le président américain actuel, alors même que déjà la fiscalité des entreprises américaines est déjà tout en bas, veut encore la baisser. Alors on verra s'il y arrive, mais concrètement, le risque et le péril pour ces entreprises-là, qui auraient poussé à avoir plus de prudence vis-à-vis de ce type d'actifs, ça aurait été, si jamais il y avait une fiscalité différenciée, ça aurait été des acteurs qui auraient été les plus pénalisés. À partir du moment où vous avez finalement de la dérégulation et une absence de volonté totale d'augmenter la fiscalité aux États-Unis, eh bien, d'une certaine manière, la voie est pavée pour la poursuite de l'expansion de ce type de valeur. Vous avez une annonce qui vient d'être faite très récemment, qui est les 500 milliards qui vont être investis aux États-Unis sur l'intelligence artificielle. Donc la comparaison, elle est assez terrible pour l'Europe. Vous avez d'un côté le rapport de Draghi qui dit qu'il faudrait grosso modo que les Européens investissent 800 milliards dans les années qui viennent et tout le monde se dit mais est-ce qu'on va le faire? Les Allemands ne veulent pas de dette, etc. Bon, donc ça veut dire en fait qu'on ne va pas le faire. Et de l'autre côté, les Américains qui décident comme ça d'investir 500 milliards sur l'intelligence artificielle. Donc on voit bien la différence de potentiel de croissance entre les États-Unis et l'Europe. Très rapidement, oui. Alors sur l'Europe. Sur l'Europe, pour aller très vite, malheureusement, ce dont je viens de parler aux États-Unis, on n'en bénéficie pas en Europe. Donc, j'aimerais simplement revenir en fait sur les fondamentaux. Et après, derrière, j'aurais quand même un biais optimiste sur un indice européen en particulier. Mais grosso modo, sur les indices européens, les gens vous disent que c'est pas cher. Mais quand vous prenez l'ensemble des indices européens, c'est pas vrai. C'est effectivement moins cher que les États-Unis, mais par rapport à leur moyenne historique, finalement, on est à peu près dans la norme. Il n'y a pas de décote excessive. Et donc, naturellement, cet argument-là n'est pas un argument suffisant pour les racheter et leur donner des perspectives. Deuxièmement, les niveaux de croissance, une entreprise, c'est quoi? C'est de la croissance. Et moins il y a de croissance, moins il y a de perspectives d'augmentation du chiffre d'affaires et des résultats. Donc là aussi, ce n'est pas extraordinaire pour pousser les acteurs à aller acheter des entreprises européennes. Donc globalement, non, on reste prudent. On verra lorsque les taux auront plus baissé, quand la Banque centrale aura vraiment injecté du carburant. Probablement, là, pour le coup, il faudra revenir plus massivement sur ce type de marché, mais ça ne paraît quand même prématuré. Tout de même, un bémol, le marché français, pour une fois, vous savez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les actions, l'important, c'est qu'est-ce qui est déjà inscrit dans les cours. Or, les actions françaises se sont fait massacrer quand même depuis l'année dernière, relativement aux autres indices européens, même pas américains. Oui, le CAC 40 a baissé, voilà. hors dividende, il a baissé. C'est ça, donc quand vous dites, même sur l'ensemble de l'année, le CAC 40 était effectivement baissier, 15% en fait d'écart avec l'indice allemand, par exemple, donc à mon avis, tout a un prix. Les indices français étaient pénalisés pour deux choses. Une exposition très forte au luxe, aux valeurs du luxe. Et qu'est-ce que c'est le luxe? C'est la Chine. Et l'année dernière, vous le savez, les perspectives chinoises n'étaient pas très bonnes. Donc ça a d'abord pénalisé les actions françaises. Deuxièmement, le bazar politique. Donc, premier élément, l'exposition luxe qui a coûté en 2024 pourrait finir en fait par rapporter, parce que maintenant, on sent bien que les perspectives chinoises commencent à s'améliorer. Donc, il y a un vrai volontarisme de l'autre côté. Donc, cette exposition et cette sensibilité à un pays qui devrait en fait finalement rebondir l'année prochaine, ça c'est positif pour les actions françaises. Et l'autre point, le bazar politique, alors je ne suis pas en train de prédire que la fin du bazar politique, mais il est déjà inscrit dans les cours. La Banque centrale européenne ne laissera pas les taux d'intérêt en fait remonter de manière beaucoup plus élevée que les niveaux actuels. Donc tout ça fait que là, pour le coup, si on reste prudent sur les actions européennes, il nous paraît opportun déjà depuis la fin d'année dernière d'ailleurs de rechercher des actions françaises en fait en portefeuille. Alors Olivier, j'ai une question pour vous tout de même. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il fallait monter dans le train en attendant qu'il reparte. Donc, vous étiez plutôt dans l'idée qu'il fallait s'exposer aux actions. Mais comment travailler finalement le mix action-obligation aujourd'hui? Alors, pour nous, le meilleur moyen, c'est de prendre une gestion pilotée. C'est-à-dire que l'assureur vous propose une gestion qui va lui-même piloter avec une répartition entre un mix obligataire et un mix action qui, quelque part, va décider à votre place. Alors, je dirais les algorithmes de décision n'ont pas forcément une réponse à tout de suite, ou des fois peuvent se tromper ou peuvent avoir un peu de retard, mais en tout cas, c'est le meilleur moyen d'avoir le bon degré d'exposition entre les deux classes d'actifs. Et le point sur lequel je voudrais insister également, c'est d'être positionné cette année. Ça va partir, mais on ne sait pas quand. Et donc, je disais, il vaut mieux être dans le train. Donc, il faut se positionner avec un certain niveau d'action dans les portefeuilles, parce que, effectivement, les perspectives que décrivait Pierre, à laquelle nous souscrivons totalement, font que quand ça va repartir, on se sera positionné, on bénéficiera de la hausse.
Alors j'ai une question aussi par rapport au sens qu'on donne à ces investissements. Finalement, comment peut-on donner du sens au travers des offres de Maïf Solutions Financières? Alors d'abord, il faut bien voir que nous sommes quelque part sélectionneurs d'offres. Nous avons des offres qui sont internes. Maïf a ses propres fonds. Je parlais tout à l'heure du fonds Maïf Rendement Vert, mais nous sélectionnons aussi des offres que l'on va retrouver dans notre contrat d'assurance vie ou que l'on va retrouver dans l'offre de nos conseillers en gestion de patrimoine. On parlait tout à l'heure des CPI. Ce qui est fondamental dans notre processus de sélection, c'est que nous sommes autant attachés aux fondamentaux économiques d'une offre qu'aux fondamentaux d'impact. C'est-à-dire quel est l'impact sur son environnement, l'impact social, l'impact environnemental du produit que l'on propose. Donc tous nos produits sont labellisés quand il y a des labels, que ce soit le label ISR ou les derniers labels ou dernières réglementations européennes. Et donc on essaie de se situer au plus haut standard en termes d'impact de l'ensemble des offres qu'on peut proposer. Parce qu'on est persuadé que même s'il peut y avoir des décalages de valeur par rapport à d'autres types d'investissements, on a vu que depuis la crise la crise de l'Ukraine, la crise énergétique, effectivement, les valeurs pétrolières, les valeurs de l'armement ont beaucoup augmenté. Mais on peut avoir des décalages à court terme. Mais par contre, nous sommes persuadés qu'à long terme, l'intégration de ces dimensions qu'on appelle ESG, économique, environnement, social, gouvernance, est créateur de valeur. Et donc, on peut très bien associer rendement et valeur, et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre gamme. Et puis, le deuxième point qui est là, plus lié à l'entreprise, à Maïf Solutions Financières, nous consacrons 10% de nos bénéfices à financer des projets d'entrepreneuriat social, dans le prolongement quelque part aussi des offres que nous proposons. Donc, je dirais qu'il y a un petit truc en plus quand on souhaite travailler avec nous. Si vous souhaitez rencontrer justement un conseiller en gestion de patrimoine de Maïf Solutions Financières, eh bien, rendez-vous sur maif.fr, le site maif.fr, pour prendre justement un rendez-vous. Merci à vous deux pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis.